Maël, bonjour. Bonjour Morgane. Bonjour à tous. Bienvenue sur le journal de la rédaction de l'IEJ. Il est 9h30. Dans l'actualité, aujourd'hui se poursuit la série noire des avalanches avec une nouvelle coulée à Val-Fréjus. On retrouvera sur place nos envoyés spéciaux. En tennis, aucun nom n'a été révélé, mais plusieurs joueurs sont soupçonnés de tremper dans une vaste affaire de matchs truqués. Certains joueurs feraient même partie de l'élite mondiale. Dans l'espoir d'inverser la courbe du chômage, le président de la République, François Hollande, lance son plan d'urgence pour l'emploi orienté sur la formation et l'apprentissage. En fin de journal, nous retrouverons également notre dossier spécial sur la friche de la Belle de Mai, devenue haut lieu culturel de la cité phocéenne. Et on vient de l'apprendre, les agriculteurs arlésiens sont en grève. Ils protestent contre les difficultés de la profession. Des perturbations sont donc à prévoir sur le réseau routier du pays d'Arles. Lisa Charles, vous êtes sur place. Quels sont les axes routiers à éviter ? Alors oui Maël, ils sont en colère. Un mouvement initié par la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles. Le but, dénoncer les nombreuses difficultés que rencontre la profession. Alors ce mouvement est susceptible de durer plusieurs heures. Des perturbations sont donc attendues sur le réseau routier dès ce matin, sur la voie rapide comme sur quelques axes urbains. Si vous prévoyez de vous rendre à Arles, la préfecture vous invite à différer votre venue, car en effet le parcours des manifestants promet des difficultés de circulation sur la commune. Les transports en commun sont également concernés, car devant l'incertitude de l'ampleur et la durée du mouvement, certaines lignes scolaires ne seront pas assurées aujourd'hui. Merci beaucoup Lisa. Maintenant, nous retournons sur cette avalanche meurtrière qui s'est déroulée dans les Alpes, près de Val-Fréjus, où 5 militaires ont perdu la vie. Nous retrouvons sur place Chloé Grégo. Chloé, pouvez-vous nous rappeler les faits, s'il vous plaît ? Eh bien oui Morgane, le drame s'est déroulé en début d'après-midi. Une cinquantaine de légionnaires participent à un exercice d'aguerrissement lorsque tout à coup une avalanche se déclenche et les militaires sont emportés par la coulée de neige. 3 hélicoptères, des pisteurs, des maîtres chiens sont déployés pour retrouver les soldats. 6 légionnaires sont alors retrouvés blessés alors que pour les 5 autres il est déjà trop tard. Les rescapés ont été transportés à la salle des fêtes de Saint-Christol où une cellule de crise a été mise en place. 2 des blessés retrouvés en état d'hypothermie sont quant à eux transportés au CHU de Grenoble. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de l'accident. Merci Chloé. Dans quelques instants, on retrouvera Margot Fernandez qui viendra nous faire le décompte des avalanches les plus meurtrières en France de ces 10 dernières années. Mais d'abord, on retrouve Inès Bounois. Inès, vous êtes à Saint-Christol, la commune d'où est originaire ce régiment de la Légion étrangère. Comment les habitants ont-ils accueilli la nouvelle ? Ici, tout le monde est profondément ému et sous le choc. Dans cette commune de 1400 habitants, le régiment occupe une place importante puisqu'il y est installé depuis 17 ans. Les militaires partagent le quotidien des autres habitants, ils ont pour habitude de se croiser dans la rue ou dans les commerces. L'annonce de la mort des 5 légionnaires a donc affecté l'ensemble de la commune. Ils étaient nombreux cet après-midi à se réunir dans un bar en attendant l'annonce de l'identité des victimes. Je discutais d'ailleurs avec Canek Ramirez, le patron de ce bar qui était bouleversé. C'était des personnes qui font partie de notre vie, qu'on croise souvent dans les commerces ou en emmenant les enfants à l'école, m'a-t-il confié. Henri Bonnefoy, maire de Saint-Christol, s'est dit particulièrement touché, d'autant plus qu'en 2012, un légionnaire de ce même régiment avait perdu la vie dans une avalanche. Et on retrouve Margot qui est avec nous en plateau. Vous allez nous parler des avalanches les plus meurtrières en France. Alors Margot, est-ce que ce début d'année 2016 a été particulièrement meurtrier ? Alors Maël, c'est bien un début d'année particulièrement meurtrier, selon l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches, l'ANENA. 10 avalanches avaient été recensées avant celle-ci depuis le début de l'année 2016. La dernière en date est bien sûr celle du 18 janvier en Savoie, mais 5 jours auparavant, le 13 janvier, une dizaine de skieurs, dont un groupe de lycéens lyonnais, ont été emportés sur une piste fermée des 2 Alpes. Ces skieurs hors piste, ces avalanches sont souvent déclenchées par l'homme. Ces skieurs hors piste, aventuriers en soif d'adrénaline, ils sont nombreux à vouloir défier les montagnes sans vraiment mesurer les conséquences. Alors justement, quelles sont les précautions à prendre avant de partir sur les pistes ? Alors la première chose à faire, respecter la signalisation. Les panneaux sont là pour dissuader les plus téméraires. Deuxièmement, tous les skieurs devront se munir obligatoirement d'un appareil de recherche de victimes, d'une sonde pour évaluer la profondeur à laquelle la victime se trouve et bien entendu d'une pelle pour les secourir.
Pour rappel, 32 avalanches ont été déclenchées depuis ces 10 dernières années. Merci beaucoup Margot. Nous venons de l'apprendre, un jeune homme de 18 ans est mort dans la nuit dans la station des Deux Alpes en Isère. Camille Denis, que s'est-il passé ? Il était 1h du matin lorsque 5 jeunes ont détaché un matelas orange attaché à un arbre. Vous savez, ces matelas de protection destinés à amortir les chocs des skieurs pour qu'ils ne rentrent pas dans des arbres. Ils s'en sont servis de luge de fortune. Lancés sur une piste rouge à très vive allure, ils ont heurté un arbre après avoir perdu le contrôle de leur trajectoire. Un garçon de 18 ans qui n'a pas eu le temps de sauter est mort. 2 autres jeunes femmes sont restées coincées et sont grièvement blessées. Seulement 2 des 5 jeunes ont pu sauter du matelas. Les secours sont arrivés rapidement sur place. Les 2 jeunes femmes, âgées de 21 et de 24 ans, sont hospitalisées au CHU de Grenoble. L'une d'elles serait entre la vie et la mort. Les 3 victimes travaillaient au restaurant étoilé Le Petit Polyte, aux Deux Alpes. Merci beaucoup Camille. Autre drame, une femme vient d'être tuée à l'arme blanche à Avignon cette fois. Chloé Grégo, vous êtes en direct sur les lieux. Que s'est-il passé ? Alors les faits se sont produits hier aux alentours de 19h au domicile de la victime. Pour rappel, c'était une mère de famille âgée d'une trentaine d'années. Aujourd'hui, on en sait un peu plus. Son compagnon serait le principal suspect. Ce drame serait survenu après une violente dispute. Alors que la jeune femme voulait quitter le domicile, l'homme l'aurait frappée de plusieurs coups de couteau dans la nuque, ne laissant aucune chance à la jeune femme. Interpellé hier soir, il se trouve actuellement en garde à vue. Cette information concernant le virus Zika, hier, une réunion s'est tenue à Genève. L'Organisation mondiale de la santé a décrété que la propagation du virus était une urgence de santé publique de portée mondiale. Le virus se transmet par piqûre de moustique. La plupart des cas sont bénins, mais il est fortement suspecté d'entraîner des cas de microcéphalie, notamment en Amérique du Sud. Aujourd'hui s'ouvre à Marseille le procès de l'ancien président de l'université de Toulon, Laroussi Oueslati, accusé de corruption, faux et détournement de fonds publics. Il clame son innocence. Kevin Dachès, racontez-nous l'affaire. L'affaire commence en 2008. Laroussi Oueslati est président de l'université Sud Toulon-Var. Avec une étudiante chinoise, il est suspecté d'être à l'origine d'un trafic de diplômes au bénéfice d'autres étudiants. Après une première mise en examen en 2010, un nouveau procès s'ouvre aujourd'hui à Marseille. Sur les 6 prévenus convoqués, seuls 2 sont présents, Laroussi Oueslati et l'étudiante chinoise. La justice leur reproche des faits de corruption, de faux et de détournement de fonds publics. L'ex-président de l'université, qui dans le cadre de l'enquête a déjà fait 7 mois de prison, conteste fermement ces accusations. Je suis venu ici pour m'expliquer, pour apporter toute la transparence sur ce dossier, afin j'espère un jour retrouver mon honneur et mon poste d'enseignant-chercheur. Pour le moment, aucune preuve ne confirme l'existence d'un trafic de diplômes, a précisé Christine May, la présidente du tribunal. Laroussi Oueslati et l'étudiante chinoise risquent jusqu'à 10 ans de prison et le procès devrait se terminer vendredi. Merci Kevin. Et justice toujours Morgane, un nouveau sport frappé par des soupçons de corruption. Bien sûr Maëlle, après le hand et le cyclisme, c'est au tour du tennis d'être dans l'œil du cyclone. La chaîne anglaise BBC affirme que 16 joueurs parmi le top 50 mondial sont soupçonnés d'avoir truqué des matchs contre d'importantes sommes d'argent. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste du sport. À quand remontent les premiers soupçons ? Tout commence en 2007 en Pologne. Nikolai Davydenko, numéro 4 du classement ATP, dispute un match d'un tournoi secondaire où les mises des parieurs sont anormalement élevées. 4,7 millions d'euros, soit 10 fois plus que la moyenne, sont pariés sur la défaite du Russe qui abandonne au début du 3e set alors qu'il est pourtant le grand favori. Il n'en faut pas plus pour éveiller les soupçons de triche. L'ATP prend les devants et monte une équipe d'enquêteurs. 70 joueurs sont soupçonnés d'avoir pris part à ce système, 16 font partie du top 50 et certains ont déjà remporté des tournois du Grand Chelem. 3 matchs suspects auraient d'ailleurs eu lieu à Wimbledon et 1 à Roland-Garros. Les joueurs n'ont pas attendu pour s'exprimer à ce sujet. Je vous propose d'écouter Arnaud Clément, ancien capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Oui, ça m'était arrivé il y a quelques années. Écoutez, c'était en Russie. Un parfait inconnu était venu m'aborder pour me proposer une somme importante
d'argent pour perdre le match du soir, tout simplement. Donc voilà, écoutez, ma réponse n'avait pas tardé, hein. Il était reparti en tout cas sans conclure son affaire. Rien n'est prouvé pour le moment et l'enquête se poursuit. Quant aux joueurs soupçonnés, aucun nom n'a été divulgué. Merci beaucoup, Paul. Chapitre politique maintenant, nous venons de l'apprendre. La garde des Sceaux, Christiane Taubira, vient d'annoncer sa démission. Mathias Caledja, pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît ? Parfois, résister, c'est partir. Voici les mots de Christiane Taubira envoyés ce matin sur son compte Twitter à 9h10. Quelques minutes plus tard, l'Élysée confirme la démission de la garde des Sceaux. Sa démission n'est pas vraiment une surprise, car comme vous le savez, elle était fortement contre le projet de loi sur la déchéance de nationalité proposé par Manuel Valls. Et une image restera dans l'histoire, Christiane Taubira quittant l'Élysée à vélo. Une sortie théâtrale, prévue et bien orchestrée par l'ex-ministre. Pour elle, ce projet de loi est une atteinte à la justice. Elle y fait référence dans son tweet par fidélité à soi, à nous, pour le dernier mot à l'éthique et au droit. À peine parti, déjà remplacé, Jean-Jacques Urvoas, un proche de Manuel Valls, vient tout juste d'être nommé le nouveau garde des Sceaux. François Hollande a gracié hier Jacqueline Sauvage. Cette femme avait été condamnée en 2012 à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari. Il s'agit d'une grâce partielle. Inès Bounois, qu'est-ce que cela signifie-t-il ? Cette grâce présidentielle partielle est un coup d'accélérateur pour la libération de Jacqueline Sauvage. Alors qu'elle devait purger encore 5 ans de prison, elle peut désormais demander sa libération conditionnelle. Sans cette grâce partielle, elle aurait dû attendre 2 ans avant d'en faire la demande. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue juridique, cette décision n'efface pas sa condamnation. Elle reste reconnue coupable d'avoir tué son mari. Sa sortie pourrait avoir lieu au printemps prochain. En 2012, Jacqueline Sauvage avait tué son mari de 3 coups de fusil dans le dos après avoir vécu 47 ans d'enfer conjugal. Maintenant, nous allons parler du nouveau plan pour l'emploi qui a été lancé par le président François Hollande. Maël ? En effet, Morgane, le président de la République vient d'annoncer un plan de formation pour lutter contre le chômage. Jusqu'en 2017, 500 000 demandeurs d'emploi devraient être formés. Lucas Giraud, pouvez-vous nous donner quelques détails sur cette initiative présidentielle ? Ce serait un effort sans précédent. Le président François Hollande s'est engagé à former plus de 500 000 chômeurs sur l'année. Une réforme nécessaire tant la France accumule du retard dans ce domaine, avec moins d'un chômeur sur 10 formé. Le coût total de cette réforme devrait être d'1,3 milliard d'euros, dont 1 milliard seront payés en 2016. Le président a également annoncé une prime d'embauche pour les PME à hauteur de 2 000 euros. François Hollande renonce cependant à annoncer, je cite, de nouvelles aides à l'embauche d'apprentis, mais privilégie un assouplissement du système pour l'accès aux jeunes en apprentissage. La transformation du CIS, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi en baisse de charges, est relancée. Ce changement devrait donner plus de clarté aux entreprises et un allègement du coût de travail. Enfin, François Hollande a annoncé la création d'un nouveau régime pour les entrepreneurs individuels. Merci Lucas, et politique toujours, mais locale cette fois, avec la présentation des vœux de Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille. Et oui, Maël, c'était un discours tourné vers l'avenir, mais le sénateur maire n'a pas pu éviter les grandes questions qui ont fait 2015. N'est-ce pas, Laura D'Angelo ? Eh bien, Morgane, le maire de Marseille est revenu sur plusieurs événements qui ont fait les gros titres de l'actualité locale. Inévitablement, la question épineuse de la métropole ex-Marseille a été évoquée. Nous rappelons que le tribunal administratif a annulé la présidence de Jean-Claude Gaudin à la tête de la métropole. En réponse à cette décision, il a rappelé, je cite, qu'il continuerait à présider la métropole jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel. Il a tenu à rassurer les 7500 fonctionnaires de Marseille et d'Aix-en-Provence. Les salaires seront bien versés, a-t-il clamé. Autre sujet préoccupant pour les Marseillais, les agressions communautaires de ces dernières semaines. Jean-Claude Gaudin se veut rassurant. Il a rappelé sa volonté de voir Marseille comme une ville de tolérance. Il ne souhaite en aucun cas des preuves de communautarisme. Il a condamné fermement toute agression envers les communautés religieuses. Enfin, il est revenu sur la polémique du fameux pont Transborder, une installation qui doit enjamber le Vieux-Port. Jean-Claude Gaudin se dit favorable à cette infrastructure, mais elle devrait relier le Pharo au Mucem. On ne touchera pas à la carte postale du Vieux-Port, a-t-il précisé. Merci Laura. Le nom du nouveau stade Vélodrome n'apparaît nulle part, et pour la bonne raison qu'il n'existe pas. Le groupe Arema, qui administre le nouveau stade, est toujours à la recherche d'un sponsor depuis bientôt 4 mois. Et si le stade Vélodrome changeait de nom du jour au lendemain, c'est la question que Camille Denis a posée aux Marseillais. Inutile de chercher, vous ne trouverez pas.
Même en faisant le tour plusieurs fois, il n'y a aucune trace de nom sur le fameux stade marseillais. Effectivement, le groupe Arema, qui administre le stade, a bien posé quelques plaques avec sa marque Nouveau Stade Vélodrome, mais c'est tout. Depuis 4 mois, Arema lui cherche un sponsor afin de le baptiser. Et si le stade Vélodrome changeait de nom du jour au lendemain? Nous sommes allés à la rencontre des Marseillais qui se sont exprimés unanimement contre. La construction du stade Vélodrome ne date pas de l'arrivée d'Arema. L'Arema n'a fait que le refaire. Le stade Vélodrome existe depuis jadis. Moi je suis l'OM depuis les années 71-72. J'ai toujours entendu parler stade Vélodrome. Moi j'aime bien le nouveau Vélodrome, mais voilà, ils peuvent garder le nom, j'ai pas envie de changer. Voilà, ça reste le Vélodrome. Pour moi le stade Vélodrome, c'est quelque chose de mythique. Donc même s'il n'y a plus de piste Vélodrome depuis près de 50 ans, je préfère garder ce nom de stade Vélodrome qu'Allianz Arena comme dans tous les stades du monde. Sponsoring, très peu pour moi. Et l'OM, toujours, avec Lucas Giraud, qu'on vient de retrouver en plateau, qui va nous faire un petit débrief du mercato pour l'OM. Lucas. Eh bien Maël, tout s'est joué les 2 derniers jours du mercato. Dimanche, le club a enrôlé Florian Thauvin, souvenez-vous, vendu 17 millions d'euros à Newcastle au début de l'été. L'ailier est déjà de retour, prêté pour 6 mois par le club anglais. Un renfort offensif qui ne correspond pas aux attentes de Mitchell. L'entraîneur espagnol l'a rappelé plusieurs fois, il souhaite un avant-centre capable d'épauler Michy Batshuayi. Et c'est Steven Fletcher qui assumera ce rôle. L'attaquant écossais est prêté par le club anglais de Sunderland jusqu'à la fin de la saison. Bon de la tête et efficace dos au but, l'attaquant propose un style de jeu différent de celui de Michy Batshuayi. Avec plus de 200 matchs de première ligue, c'est un joueur expérimenté qui débarque sur la Canebière. Libre de tout contrat en juin prochain, l'OM pourrait même enrôler l'Écossais gratuitement. L'OM jouera son match contre le Paris Saint-Germain ce dimanche sans les supporters parisiens. En effet, la préfecture de police de Marseille a décidé ce matin d'interdire l'accès aux supporters parisiens. Laura D'Angelo, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Et cette année encore, ce sera un classico sans les supporters parisiens. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône l'a décidé une fois de plus. Les supporters du PSG seront interdits de stades et des rues aux alentours. Pourquoi cette décision? Eh bien, la légendaire animosité entre les deux clubs rivaux qui avait conduit, rappelez-vous, à de nombreux affrontements lors de la dernière visite des supporters parisiens. Donc, interdiction des fans du PSG pour cette 21e rencontre, mais des mesures de sécurité exceptionnelles. La préfecture de police a tout de même prévu le déploiement d'une dizaine de camions de CRS. Nous avons peur de certains débordements malgré l'interdiction, a assuré le préfet. Ce 88e classico aura lieu dimanche à 21h et seuls les chants des Marseillais pourront être entendus. Enfin, le dossier spécial de la rédaction sur la friche de la Belle de Mai avec Mathias Caléja qu'on retrouvera tout à l'heure en plateau. Mais d'abord, un reportage sur ce lieu méconnu des Marseillais qui reste un vivier culturel. La friche La Belle de Mai reste, encore après 15 ans d'existence, trop méconnue des Marseillais. Située dans le 3e arrondissement de Marseille, un quartier populaire situé non loin de la gare, cette structure pluridisciplinaire et pluriculturelle accueille à elle seule théâtre, musique, danse, art contemporain et radio. Actuellement, elle est aussi la seule à couver des entreprises dédiées au domaine culturel. Et comme le public visé est globalement jeune, la friche commence à avoir une renommée du fait de bouche à oreille. Près de 150 000 personnes, donc c'est à peu près 2 fois moins que le MUSEM, viennent chaque année, d'ailleurs dont beaucoup d'étrangers, depuis 2013, pour apprécier le renouveau de la friche. Car en effet, avant 2013, il existait à Marseille très peu d'infrastructures culturelles ouvertes au public. Et l'accès à la culture sous toutes ses formes était donc difficile. C'est là que la friche est devenue un acteur culturel incontournable de la cité. Elle a d'ailleurs joué un rôle non négligeable pour Marseille dans l'obtention du label Capitale européenne de la culture 2013. Et ça, la municipalité marseillaise l'a bien compris, la culture devient un levier économique et social. Alors, comme on a pu le voir dans le reportage, la friche de la Belle de Mai accueille énormément d'événements culturels et notamment des expositions sur lesquelles vous allez pouvoir nous donner un peu plus de détails. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la friche La Belle de Mai, c'est 4 hectares. Donc 4 hectares d'expositions en tout genre, de musique, de fêtes, de festivités et de culture. Et notamment, il y a 500 artistes et producteurs qui vivent et qui travaillent là-bas à l'année et dont beaucoup d'étrangers. Donc c'est une exposition que je vous invite à voir vraiment parce qu'elle est formidable. Merci Mathias. Et Georges Miller sera le président du 69e Festival de Cannes. On vient de l'apprendre ce matin.
Le réalisateur australien n'a pas caché son enthousiasme, n'est-ce pas, Kevin ? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Voilà ce que vient de me confier George Miller au téléphone. Le père de Mad Max présidera bien la 69e édition du Festival de Cannes. Il devient le premier Australien de l'histoire à prendre la direction de cette prestigieuse compétition. Le cinéaste se dit honoré et ne cache pas son enthousiasme. Il a même déclaré être au cœur de ce festival chargé d'histoire qui dévoile les joyaux du cinéma mondial. C'est un grand honneur. À l'âge de 70 ans, le réalisateur, scénariste et producteur était revenu l'année dernière sur le devant de la scène avec le dernier opus de sa saga, Mad Max Fury Road. Le film a obtenu d'ailleurs 10 nominations aux Oscars, notamment pour la catégorie meilleur film et meilleur réalisateur. Rendez-vous le 28 février prochain pour savoir si George Miller empochera une nouvelle statuette. Et merci Morgane et merci à tous d'avoir suivi le journal de la rédaction de l'IEJ. Et n'oubliez pas, c'est mardi, c'est bientôt le week-end.